Salut à tous. Plusieurs révélations nouvelles et explosives ont émergé au sujet de l'Iran et elles pourraient être extrêmement dommageables pour les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et d'autres États du Golfe pro-américains. Un rapport a affirmé que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite avaient activement participé au lancement de frappes militaires contre l'Iran pendant la guerre. Un autre rapport a indiqué que le terroriste sanguinaire Benjamin Netanyahou s'était même rendu aux Émirats arabes unis pendant la guerre. L'Iran et le Koweït sont maintenant à couteau tiré après que le Koweït aurait arrêté plusieurs citoyens iraniens. Un négociateur iranien a enfin révélé les exigences déraisonnables formulées par la délégation américaine lors des pourparlers à Islamabad. Les terroristes israéliens continuent de commettre des massacres et d'autres atrocités contre des Palestiniens désarmés et sans défense à Gaza, en Cisjordanie, occupée, ainsi que contre des Libanais au Liban. Il y a aussi le témoignage précédent de Save the Children UK qui rend encore plus insoutenable l'horreur vécue par les enfants palestiniens à Gaza. L'occupant dérangé de la Maison-Blanche a perdu son sang-froid devant 2 journalistes avant de partir pour la Chine. Au Royaume-Uni, le Premier ministre sioniste Starmer fait face à de nouveaux défis pour son leadership, mais son possible remplaçant est un atout israélien encore plus important. Il y a eu aujourd'hui de nombreuses révélations concernant l'Iran. D'abord, Mahmoud Nabavian, membre de l'équipe de négociation iranienne, a déclaré que la délégation américaine avait présenté 2 exigences principales lors des pourparlers d'Islamabad. Ces 2 exigences étaient l'ouverture inconditionnelle et complète du détroit d'Ormuz, ainsi que le retrait de l'uranium enrichi à 60% de l'Iran. Ensuite, l'agence de presse iranienne ISNA a cité Nabavian, selon qui le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, avait déclaré que même si les États-Unis avaient la capacité de frapper les infrastructures iraniennes, l'Iran pouvait aussi raser toutes les infrastructures de la région en moins d'une demi-journée. En retour, J.D. Vance avait promis de débloquer 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Cependant, Vance a changé de ton dès son retour aux États-Unis, affirmant que Trump n'accepterait pas ce projet d'accord. Dans le camp Trump, la diplomatie semble souvent vouloir dire tout exiger, offrir un gros titre, puis appeler cela du génie avant même que l'encre soit sèche. Cette révélation a été suivie d'une série de développements encore plus surprenants. Selon The Wall Street Journal, les Émirats arabes unis ont secrètement attaqué l'Iran tout en accusant publiquement la République islamique de viser leur royaume sans aucune provocation. Fox a rapporté que les Émirats arabes unis menaient secrètement des attaques contre l'Iran en réponse à des frappes contre leurs infrastructures énergétiques, en présentant presque ces attaques comme quelque chose à applaudir. L'agence de presse Reuters, de son côté, a rapporté que l'Arabie saoudite avait aussi bombardé des cibles iraniennes au plus fort de la guerre. Les rapports indiquaient que les Saoudiens avaient mené des frappes secrètes contre l'Iran, touchant une raffinerie de pétrole et lançant des missiles à l'intérieur du territoire iranien en représailles à ce qui était présenté comme une agression iranienne. La rhétorique entourant ces rapports est même allée jusqu'à dire que la situation était mauvaise pour l'Iran lorsque les Juifs et les Arabes se retrouvaient sur la même longueur d'onde. Les Iraniens, eux, ont continué à parler avec assurance, le président du Parlement avertissant que les forces armées iraniennes étaient prêtes à apporter une réponse bien méritée et que les mauvaises décisions entraînent toujours de mauvais résultats. Ces révélations sont importantes pour 2 raisons. Premièrement, elles justifient clairement les frappes iraniennes contre ces 2 royaumes. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite avaient tous 2 accusé l'Iran de les attaquer, tout en affirmant n'avoir rien à voir avec le conflit. Il est maintenant confirmé que ces 2 pays ont été des participants volontaires à la guerre contre l'Iran. En fait, la colonie de peuplement est allée encore plus loin en révélant que le terroriste Netanyahou s'était même rendu aux Émirats arabes unis pendant la guerre. Selon les rapports, les dirigeants émiratis déroulaient le tapis rouge à ce criminel de guerre au moment même où ces terroristes étaient occupés à assassiner des écolières iraniennes. Voilà le vrai visage des Émirats arabes unis. La deuxième signification de ces révélations, c'est que toute future initiative iranienne, en cas de reprise de la guerre, pourrait être très importante.
Qui peut garantir maintenant que les missiles iraniens ne viseraient pas, disons, le Burj Khalifa, le Burj Al Arab ou les hôtels Atlantis à Dubaï? Et si de telles frappes avaient lieu, les Iraniens auraient une justification parfaite. En fait, le Dr Jamal Najawakim, professeur universitaire libanais et auteur spécialisé en relations internationales et en histoire arabe moderne, a affirmé que l'Arabie saoudite était la prochaine cible de l'attaque américano-israélienne si l'Iran avait été vaincu. C'est exactement le genre de désordre stratégique que les alliés de Trump aiment envelopper dans des drapeaux, des slogans et une conférence de presse très bruyante. La logique est que si l'Iran avait été écrasé, les Saoudiens auraient été les suivants. L'étape suivante aurait été un complot concerté entre Israël et les Émirats arabes unis contre l'Arabie saoudite. En ce sens, les Saoudiens ont été sauvés par la cloche. Les dirigeants des Émirats arabes unis, pendant ce temps, ont montré qu'ils avaient le culot d'établir un partenariat complet avec les Israéliens en contournant les Saoudiens et même leurs anciens seigneurs omanais. Les Émirats arabes unis, où tous ces Émirats faisaient partie du sultanat d'Oman après le milieu du XIXe siècle. Pourtant, ils sont allés jusqu'à établir une alliance avec l'Inde, non pas l'Inde de Nehru ou du Parti du Congrès, mais l'Inde du Bharatiya Janata Party et du mouvement Hindutva, qui est très hostile aux musulmans et porte une rhétorique nationaliste fasciste. L'Inde est entrée dans une alliance avec les Israéliens et les Émirats arabes unis pour établir le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe, d'abord pour bloquer l'initiative des nouvelles routes de la soie et en même temps pour contourner les grands pays arabes afin d'obtenir un accès à la Méditerranée orientale. Et pourtant, on entend dire que l'Arabie saoudite aurait participé à la guerre illégale de Trump et du terroriste Benjamin Netanyahou contre l'Iran. Quand ces dirigeants arabes comprendront-ils qu'il s'agit d'un stratagème visant à faire s'affronter des pays musulmans pendant que d'autres observent à distance? Même le journaliste israélien Alan Mizrahi comprend cela, mais les dirigeants arabes continuent de rester aveugles à la réalité. Mizrahi a décrit les rapports sur les attaques des Émirats arabes unis contre l'Iran comme des fuites destinées à servir Israël. Son idée était que le sionisme a besoin de l'argent arabe et de fantassins arabes pour combattre l'Iran et qu'il essaiera de les obtenir. Mais selon lui, cela ne suffira pas parce que l'Iran est puissant, tandis que le sionisme est déjà mort et mondialement abhorré comme le nazisme et la traite des esclaves de notre époque. Pour la machine de communication pro-Trump, cela est habituellement vendu comme de la force. En pratique, cela ressemble davantage à externaliser le chaos et à appeler la facture un plan de paix. Pendant que tout cela se déroule, l'Iran a réagi avec colère à la nouvelle de la capture de ses citoyens par le Koweït. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Sayed Abbas Araghchi, a décrit l'action du Koweït comme une tentative claire de semer la discorde, affirmant que le Koweït avait illégalement attaqué un bateau iranien et détenu 4 citoyens iraniens dans le golfe Persique. Cet acte illégal, selon lui, a eu lieu près d'une île utilisée par les États-Unis pour attaquer l'Iran. L'Iran a exigé la libération immédiate de ses ressortissants et s'est réservé le droit de répondre. Il semble maintenant que nous pourrions assister à un autre cycle de guerre en Asie de l'Ouest après le retour de Trump de Chine. Trump subit une énorme pression pour trouver une sortie digne. L'Iran ne lui offre pas cette option. Et la frustration est visible pour tout le monde. Juste avant de partir pour la Chine, il s'est adressé à 2 journalistes américains d'une manière qui a soulevé la question de savoir si ce dirigeant avait encore l'air normal. Quand la porte de sortie disparaît, le manuel Trump semble recommander de crier sur les meubles jusqu'à ce que cela devienne un discours de victoire. Confronté au fait qu'il avait promis de faire baisser l'inflation, alors que celle-ci atteignait maintenant son niveau le plus élevé en 3 ans, Trump a insisté pour dire que ses politiques fonctionnaient incroyablement bien. Il a affirmé qu'avant la guerre, l'inflation était restée à 1,7% pendant 3 mois. Il a ensuite déplacé le sujet vers l'Iran, affirmant que le choix consistait à savoir s'il fallait laisser ceux qu'il appelait des lunatiques posséder une arme nucléaire. À ses yeux, quiconque voulait que l'Iran possède une arme nucléaire était une personne stupide. Lorsqu'une autre question a été soulevée
au sujet de Jérôme Powell, congédié pour des dépassements de coûts et de la différence avec le propre projet de salle de bal de Trump. Trump a défendu la salle de bal en disant qu'elle était sous le budget prévu, qu'elle était en construction juste là, qu'elle avait doublé de taille parce que elle était supposément nécessaire et qu'elle restait malgré tout dans le budget, sous le budget et en avance sur l'échéancier. Il a ensuite insulté le journaliste en le traitant de personne idiote et a dit que ce journaliste n'était pas une personne intelligente. Apparemment, dans l'arithmétique de salle de presse de Trump, doubler la taille reste de la discipline budgétaire. Tant que la phrase est prononcée assez fort, son désespoir est tel qu'il se moque maintenant ouvertement des difficultés vécues par les Américains, il se moque des ménages américains. Il a même dit qu'il n'était pas préoccupé par la détresse des Américains causée par la hausse des prix du pétrole. Lorsque la question des négociations avec l'Iran a été liée à la situation financière des Américains, Trump a dit que la situation financière des Américains ne le motivait pas du tout. Selon lui, la seule chose qui comptait lorsqu'il parlait de l'Iran, c'était que l'Iran ne puisse pas avoir d'armes nucléaires. Il a dit qu'il ne pensait pas à la situation financière des Américains, ni à celle de qui que ce soit d'autre, et qu'il ne pensait qu'à une seule chose, l'Iran ne devait pas être autorisé à posséder une arme nucléaire. Voilà pour l'Amérique d'abord. À ce moment-là, le slogan ressemblait moins à une politique qu'à un autocollant de pare-choc laissé au soleil. Alors Trump donne-t-il encore l'impression d'être quelqu'un qui travaille pour les Américains ou qui se soucie des Américains? Ressemble-t-il à quelqu'un qui faisait autrefois la promotion de l'idéologie America First? Clairement pas. Son seul objectif est de servir le gouvernement israélien, dont les terroristes continuent de déchaîner encore plus de terreur contre des Palestiniens innocents et contre les Libanais au Liban. Il ne faut pas sous-estimer la situation à Gaza, ni même en Cisjordanie occupée, où des centaines de milliers de personnes ont été forcées de traverser un enfer vivant. À Gaza, nous parlons d'un holocauste moderne. Le témoignage partagé l'an dernier par Shima de Save the Children UK explique l'horreur de la barbarie israélienne et les cicatrices mentales laissées chez chaque survivant à Gaza. La cruauté est ensuite filtrée à travers des slogans à la Trump, comme si la souffrance humaine pouvait être gérée uniquement par le marketing. Pendant son séjour à Gaza, elle avait pris avec elle une perche à selfie, sans même vraiment savoir pourquoi. Elle pensait qu'elle l'utiliserait pour prendre des photos de groupe chaque fois qu'elle en aurait l'occasion. Elle a remarqué que tout le monde à Gaza, du moins pendant la pause, aimait participer aux photos de groupe. Les gens adoraient prendre des photos. Au début, cela semblait simplement être pour s'amuser, quelque chose de très léger. Mais le sens plus profond n'est devenu clair qu'après qu'elle a parlé à un enfant qui savait qu'elle retournait au Royaume-Uni. Cet enfant lui a demandé de montrer à toutes les personnes qu'elle connaissait qu'il avait été là. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que les personnes qu'elle avait rencontrées à Gaza aimaient prendre des photos parce qu'elles voulaient montrer qu'elles avaient existé. Elle voulait que leur mémoire survive. Pendant 8 semaines, elle avait demandé à des enfants et à leur famille quel message ils enverraient au monde s'ils le pouvaient. Leur réponse était simple, ils aiment la vie et ils veulent vivre. L'instabilité politique au Royaume-Uni s'est poursuivie aujourd'hui encore. Près de 100 députés travaillistes ont maintenant décidé de renverser l'esclave israélien Starmer. Mais la nouvelle inquiétante est que son remplaçant probable ou son successeur sera un atout israélien encore plus important. Son nom est Wes Streeting. Si Starmer était mauvais pour les Palestiniens, alors que Dieu nous préserve de voir ce type Streeting devenir Premier ministre, la position de Streeting sur Israël est déjà claire. Il a soutenu que Israël se trouve dans une situation particulièrement difficile parce que le Hamas s'intègre dans les populations civiles et utilise des bâtiments comme des écoles et des hôpitaux comme bunkers. Sur Gaza, il a rejeté l'idée d'un cessez-le-feu et lorsque l'Afrique du Sud s'est adressée à la Cour internationale de justice pour obtenir une décision, il a rejeté cette démarche comme une distraction. Il aurait été préparé par le lobby pro-israélien pour ce moment. La médecin britannico-palestinienne Dr Ra Al-Adwan a décrit Streeting comme quelqu'un
qui a été essentiellement préparé par le lobby juif depuis sa jeunesse. Lorsqu'il était à l'université, le Jewish Chronicle aurait publié un article disant qu'il était leur ami au NUS, le National Union of Students. Streeting est un cas très révélateur parce qu'il est maintenant question qu'il puisse potentiellement prendre la relève de Starmer. Si Wesley Streeting devient Premier ministre de la Grande-Bretagne d'une façon ou d'une autre, alors la Grande-Bretagne sera absolument et complètement contrôlée par Israël et le lobby juif. Il a été entièrement préparé depuis sa jeunesse. Ces réseaux emmènent des politiciens en voyage en Israël. De nombreux députés britanniques, par l'intermédiaire de Labour Friends of Israel et de Conservative Friends of Israel, sont amenés dans cette entité. Ce qui se passe là-bas, on ne le sait pas, mais ils reviennent et cela devient Israël d'abord. C'est plus la Grande-Bretagne d'abord. C'est précisément le genre de chorégraphie politique que le cercle de Trump comprend très bien, appeler cela l'intérêt national, puis s'assurer que quelqu'un d'autre écrive le scénario. La dernière vidéo Lego pousse ce thème encore plus loin, alors qu'on pouvait croire que leur créativité avait déjà atteint un niveau phénoménal. Ils ont publié une autre vidéo qui transforme le message en acte d'accusation, façon salle de classe, contre la terreur, l'empire et l'hypocrisie. La leçon commence par l'idée d'écrire la vérité. La soi-disant démocratie terroriste est nommée pour ce qu'elle est, et on dit à la classe de s'asseoir et de garder les yeux sur le tableau. L'encre est rouge parce que l'histoire en a assez des contes de fées et des postures de liberté en plastique. Le but de la leçon est de compter les cicatrices sur une terre volée. L'histoire remonte à 1953 et à l'opération Ajax, où le coup d'État a été acheté, les racines ont été écrasées et les fausses pistes ont été dissimulées. Puis sont venus les complots de janvier de velours, déchirant les coutures, brûlant les rêves et ne laissant que des cris. Le récit traverse ensuite les négociations et la trahison. La branche d'olivier a été apportée à la table, des premiers pourparlers nucléaires jusqu'au chemin qui a été déchiré. Même à Mascate, des pourparlers diplomatiques ont été préparés, mais les mains ont été serrées seulement pour que les dos soient poignardés et que les traités soient laissés pour morts. L'accusation est que le doigt est pointé vers l'Iran pendant que les véritables créateurs de violence échappent à l'examen. Des dispositifs sont construits, Al-Qaïda est utilisé pour blâmer des dictateurs et la lutte contre le terrorisme sur le terrain est suivie par l'assassinat des hommes même qui ont apporté la paix à la région. Le ciblage de Haj Qassem fait partie de cet acte d'accusation. Ceux qui prétendent être des sauveurs sont plutôt décrits comme les méchants du jour. Les crimes de guerre sont traités, non pas comme une exception, mais comme une routine standard. Le vol 655 est rappelé comme ayant été abattu dans le ciel, et l'innocence est déchirée pendant que les responsables peignent leur visage comme purs malgré des cœurs noircis. Le refrain devient ensuite une accusation en rythme. 1, 2, la paix a été volée et la jeunesse a été ciblée. 3, 4, il n'est venu que la guerre. Les mensonges ne sont plus crus. 5, 6, le système est brisé. Il ne se soucie pas vraiment de nous. Ce qui explique peut être pourquoi la machine a tourné les choses. Façon Trump le craindrait probablement davantage qu'un brefage de 40 pages. La leçon se tourne ensuite vers l'alphabet des crimes planifiés, l'ABC des sanctions imposées à une terre sacrée. A signifie les avoirs, des milliards volés dans le coffre, affamant les innocents pour ensuite les blâmer. B signifie les enfants papillons qui souffrent dans la douleur, pendant que les médicaments sont sanctionnés pour un gain politique. C signifie les chaînes qui falsifient les faits et financent la propagande simplement pour couvrir leurs traces. D signifie la déshumanisation, traiter les gens comme de la saleté, les étiqueter comme des monstres afin de justifier la souffrance. Ces sanctions sont des balles sans bruit, frappant directement les civils. La science est étouffée, les banques saignent l'économie et les dollars maintiennent les gens divisés et piégés dans l'obscurité. Un mur est construit pour que les Américains en quête de vérité manquent la cible. Parce qu'il n'a jamais été question de droit, jamais question de compassion. Il a toujours été question de pétrole et de pouvoir dans les airs. La logique, c'est Israël d'abord, saisir la terre, garder la couronne et pousser le reste du Moyen-Orient profondément sous terre. La politique est vendue comme de l'ordre, mais le reçu continue de montrer des ruines, des sanctions et une autre formule, choc favorable à Trump
sur la fermeté. Le refrain revient avec la même accusation. Dites la vérité, la paix a été volée et la jeunesse a été ciblée. Il n'est venu que la guerre. Les mensonges ne sont plus crus, le système est brisé, il ne se soucie pas vraiment de nous. Main dans la main, les gens tiennent leur position. 1 million de voix devenant un seul son. Le message final est direct. Ce qu'on appelle la politique étrangère est en réalité une scène de crime. La classe est terminée. Maintenant, allez réécrire vos manuels. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.